Donc, bonjour à tous, on va avec Thomas, donc on est sur une communication à deux voix. Vous présentez donc un auteur qui est très connu, hein, comme le disait tout à l'heure Pierre Alban sur Philippe Serin. Qu'est-ce qu'on a à dire finalement sur Maurice Baquet, Pierre Serin, pardon. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus sur Maurice Baquet qui n'a déjà été écrit? Qu'est-ce qu'on a à dire de plus que ces deux ouvrages phares de 1942, 1943, de son implication sur l'histoire des enseignants d'éducation physique et leur formation? On va essayer d'aller peut-être un petit peu plus loin cet après-midi avec Thomas. Classiquement, si on regarde, on va dire, les cours qui vous sont donnés dans vos différents UFR, eh bien Maurice Baquet est placé dans un continuum qui paraît relativement simple entre, d'un côté, donc plutôt à gauche, Pierre de Coubertin, puis ensuite Bélin Ducoteau, puis ensuite il y aurait les 20-30 années de Maurice Baquet, et puis enfin on retrouverait donc à la suite logique Robert Méran. Ce continuum est souvent considéré comme sans conflit, comme allant de soi, quelque part dans le courant dit en tant que tel le courant sportif. Nous allons essayer avec Thomas de dépasser cette première vision en fait de l'histoire de Maurice Baquet, de sa position dans le champ de l'éducation physique. On va essayer d'approfondir son parcours professionnel, d'approfondir aussi les péripéties de sa carrière, et je dirais davantage, en reprenant donc la définition de Becker, les péripéties de ses carrières, puisqu'on va davantage aller sur ses carrières que sur une carrière en tant que telle. En faisant ce travail, on va essayer de mettre en évidence, de mettre en exergue le fait que ces carrières, elles ont été riches, qu'elles ont été au service toujours du sport et de l'éducation physique, mais que ces carrières, elles ont été quelque part contrastées, contrariées, voire parfois, à quelques moments de son histoire, tourmentées. Par rapport à ces éléments, donc le premier temps que je vais tenter d'assumer, c'est le fait de savoir comment on peut retracer les dimensions qu'on dirait en tant que telles objectives de sa carrière. Donc regardez au-delà de son statut, au-delà de ses différentes affectations, finalement, où est-ce qu'il a été, dans quelle sphère est-ce qu'il s'est véritablement situé. Pour retracer les dimensions objectives de cette carrière, donc nous nous sommes appuyés sur une pluralité d'archives et de sources que je ne vais pas relire, sinon mon temps va déjà exploser avant de commencer, que vous pouvez donc voir sur la diapositive. Ces différentes sources nous ont amenés à mettre en évidence que ces carrières, elles sont à la croisée. Mais comme Pierre Serin tout à l'heure, c'est exactement les mêmes diapos. Je pensais avoir travaillé toute seule, mais non, finalement. Elles sont à la croisée de 4 à 5 champs de force différents qui s'entrecroisent les uns avec les autres à un moment précis où ces 4 champs de pouvoir en fait se disputent dans les années 30 et dans les années 50, à la fois le contrôle de la formation des cadres et à la fois aussi la définition légitime de ce qu'est l'éducation des corps en France. Vous avez grosso modo l'armée avec son école phare, son école fétiche, l'école de Joinville, qui va donner naissance en termes, pas donner naissance, mais en tout cas dont on va voir l'héritier apparaître d'abord au CNMA, puis au CNA, puis ensuite à l'INS à partir de 1946. Vous avez évidemment, là où sera impliqué aussi Maurice Baquet, l'ensemble des centres de formation des enseignants d'éducation physique, allant de l'ENEP en 1933 à l'ENSEP en 1945. Et puis, il y a, à côté de cela, il y a évidemment les fédérations sportives qui jouent un rôle entre 1930 et 1945, et précisément, ou plus précisément, une fédération particulière qui est la Fédération française d'athlétisme. Et enfin, le quatrième champ de force et de pouvoir qu'on peut ici distinguer, c'est la FSGT, qui va aussi, dans la carrière de Maurice Baquet, être un élément extrêmement structurant de l'ensemble de ses propositions. Maurice Baquet va circuler. Il va circuler dans ces différents univers. Maurice Baquet, à travers les archives, on voit un homme qui est ambitieux, qui est passionné. Il saisit des opportunités à certains moments donnés, des opportunités qui s'offrent à lui, au moment où les frontières entre ces différentes sphères sont des frontières qui sont encore un petit peu poreuses. Très poreuses d'ailleurs, davantage. Il va s'engager dans certains espaces libres, des espaces dans lesquels il y a des enjeux de pouvoir qui sont très importants. Ces engagements ne sont pas linéaires. Ce serait bien trop simple pour nous que d'avoir des engagements linéaires à raconter. Il va avoir des rapprochements avec certaines sphères, mais ces rapprochements vont parfois évoluer. Il va avoir des enchevêtrements qui vont se dessiner dans cette carrière de Maurice Baquet et parfois des oppositions qui vont en découler. Pour rentrer un petit peu dans le détail de ces dimensions objectives d'une carrière, donc j'ai 2 diapositives de cet ordre-là, dans une fresque chronologique que va ensuite décrier Christian Vivier, qui vous a expliqué ce matin qu'il fallait surtout pas en faire parce que sinon c'était très descriptif. Je m'en excuse par avance. Donc dans cette dimension objective d'une carrière, objectivement, le premier temps de sa carrière, donc la caractéristique principale de son début de carrière, est orientée autour de la sphère militaire. C'est tout ce que vous voyez ici en bleu en bas de la diapo. Donc cette appartenance débute en 1916 et puis elle va s'arrêter logiquement en 1931 quand il sera mis en congé de l'armée.
Mais par rapport à cette caractéristique principale du début de carrière de Maurice Baquet, viennent se greffer d'autres sphères. La deuxième sphère qui vient se greffer très rapidement dans la carrière de Maurice Baquet, c'est la sphère sportive. En premier lieu parce qu'il participe aux Jeux interalliés et en deuxième lieu parce que l'école de Joinville tisse très vite des rapports assez proches, de proximité avec notamment la Fédération française d'athlétisme, puisque la Fédération française envoie à l'école de Joinville ses athlètes s'entraîner et puisque l'école de Joinville entraîne globalement les militaires qui sont des athlètes. Et comme vous le voyez sur le diaporama, celui qui est responsable, après qu'ils reviennent de Pologne, de l'entraînement des militaires athlètes, eh bien, c'est Maurice Baquet. Donc il est bien dans un double champ de force ici, entre l'armée et la sphère fédérale. À partir de 1931, nos derniers petits points que je voulais évoquer, la sphère de l'éducation physique apparaît. Alors elle apparaît en filigrane, tout doucement, à travers la passation de 2 diplômes, le CAEG et le CAEG degré supérieur, qu'il passe à l'armée, mais qui vont jouer un rôle ensuite dans l'évolution de sa carrière. Deuxième temps de cette carrière, c'est une carrière qui va fortement évoluer à partir du moment où, évidemment, il quitte l'armée pour revenir à la vie civile. Et à ce moment-là, à partir de 1931, eh bien, ce sont d'autres réseaux, d'autres sphères qui sont en train de se mettre fondamentalement en jeu. Donc la carrière, évidemment, d'enseignant d'éducation physique, je dirais davantage de prof de gym, pour paraphraser le sujet de la grègue interne il n'y a pas très longtemps. Donc il est professeur de gymnastique pendant un temps. Mais ça ne lui permet finalement que de se nourrir, que de vivre, que d'obtenir en fait ce dont il a besoin. À côté de ça, son investissement principal, premier, je dirais, il est plutôt en bas. Il est plutôt dans le violet que j'ai mis sur le diaporama. C'est-à-dire que il va s'investir extrêmement fortement dans la sphère fédérale. Alors pourquoi ? Parce qu'il y retrouve en fait ses amis de l'école de Joinville qui eux aussi sont à la Fédération française d'athlé et qui eux aussi sont en train de passer à peu près au même moment le même cap. Je pense notamment à Élie Mercier à ce moment-là. Et dans cette sphère fédérale, eh bien, il va travailler énormément. Il va faire connaître ses travaux, comme vous le voyez, à travers 57 articles publiés dans la revue fédérale de la Fédération française d'athlétisme. Et puis, il va aussi, étant de plus en plus reconnu, il va aussi prendre des postes. Alors d'abord entraîneur au RCF, ça n'est pas très important, sauf pour les archives qu'on peut y retrouver par la suite. Mais surtout, il va prendre un poste d'entraîneur fédéral, rémunéré. Il va prendre un poste d'entraîneur de préparation olympique et il va partir avec les athlètes de l'équipe de France aux Jeux olympiques de Berlin. Cette somme de connaissances et d'expériences glanées vont permettre à Maurice Baquet on va dire, d'entrer, parce que c'est ce qu'on va lui demander de faire, d'entrer d'une part et pour commencer dans les cours d'institut d'éducation physique donnés à l'Université de Paris, et puis ensuite en 1933 à l'ENEP, qui va venir l'appeler pour donner les premiers cours en vacation, les premiers cours de méthode sportive. Dans cette diapositive, ce qui va constituer quelque part la bascule réelle, ce sont les Jeux olympiques de Berlin. Pour une raison simple, c'est qu'on va revenir comme de Rome sans beaucoup de médailles aux Jeux olympiques en athlétisme. Et Maurice Baquet va être extrêmement critiqué à l'issue des Jeux olympiques de Berlin, étant le responsable de la préparation olympique. Il va être critiqué par les médias, par ses pairs de la Fédération française d'athlé. Et pour lui, ça va être une vraie souffrance. Et on le voit bien sur le diaporama, à partir de 1936, en fait, il quitte non pas totalement la fédération, il va continuer à y être entraîneur fédéral, formateur fédéral, mais il va vraiment faire diminuer de façon très importante son investissement. Et en même temps qu'il est en train d'être ce formateur fédéral à la fédération, en ayant une toute petite implication, eh bien on voit naître une autre sphère de pouvoir, une autre sphère d'influence qui va jouer très, très fortement sur sa vie. C'est le fait de prendre contact avec la FSGT et de donner à l'ENEP ses premiers cours de stage de formateur de cette FSGT. Donc une carrière militante qui débute en fait globalement au moment où les difficultés avec la Fédération française d'athlétisme sont en train de se dessiner. Le second diapositive, donc toujours sous forme de frise chronologique, c'est évidemment la période de la Seconde Guerre mondiale qui nous permettent globalement de le dessiner. Et là, Maurice Baquet va connaître une période qui est relativement, non pas trouble, mais en tout cas très contrastée dans ses différentes implications. En 1940, il reste à son poste en tant que directeur technique de l'ENEPS. Mais ce qui va se produire pendant cette période-là, c'est qu'il va être démarché par les services de Jean Borotra qui, comme on l'a dit ce matin, sont en train de chercher des personnes d'expérience et qualifiées pour prendre tout un ensemble de postes. Et Maurice Baquet est connu pour ses origines joinvillaises,
premièrement, pour ses expériences en athlétisme, deuxièmement, pour les 2 livres qu'il a sortis en 42 et en 43, livres qui, au passage, qu'il a fait lire au colonel Beaupuy, qui, à l'époque, est le directeur du CNMA et qui connaît donc les travaux qu'est en train d'engager Maurice Baquet. Donc, il est connu, on le voit sur le champ. Jean Borotra a des discussions avec lui. Et par la suite, Jeb Pascoe va vraiment se rappeler de lui pour le nommer, comme vous le voyez sur le diaporama, au Centre national d'éducation générale. Le Centre national d'éducation générale, c'est une structure inventée en 1941 qui prend vraiment place dans le champ en 1943. Et là, dedans, Maurice Baquet, lui, va être le responsable national de la méthode sportive, devant imposer tant au CNMA qu'à l'ENEPS, ces différentes directives pour la formation des futurs enseignants. Autant dire qu'il a un poste clé, c'est ce que on pourra y revenir dans les questions, un poste clé à ce moment-là, et ce poste clé-là lui donne un pouvoir véritablement considérable. Ceci étant, ça ne dure qu'un an, et en 1944, donc quand Paris est libéré, évidemment, ce poste-là, lui, cesse de facto. Difficile pour Maurice Baquet, en 1944, de savoir exactement comment il doit poursuivre sa carrière. Sa situation va se redéfinir à l'aune des restructurations qui sont évidemment souhaitées par le GPRF, à l'aune aussi des sensibilités politiques qui sont exacerbées et à l'aune des réseaux qu'il possède en 1944 et qu'il peut faire fructifier. Que se passe-t-il finalement ? Dès 1944, il va rentrer dans une structure qui n'a d'existence que pendant 6 mois, qui s'appelle le Collège national des athlètes. Ce Collège national des athlètes, c'est le successeur du CNMA en tant que tel. Il est appelé par un ami des Rois du Roure, dont on pourra reparler aussi, ancien Joinville, qui vient le chercher et qui le nomme directement directeur technique adjoint. Ce CNMA disparaît en 1946 et remplacé par l'INS. Et là, on a l'impression d'une carrière relativement stable de Maurice Baquet, qui va rester directeur adjoint de l'INS de 1946 jusqu'à la fin de sa carrière en 1960. Carrière stable, véritablement stable, sans doute pas. La stabilité du statut n'est pas corrélée à la stabilité réelle de l'homme dans son poste. Pourquoi n'est-elle pas stable, cette carrière ? Parce que parallèlement, il reprend en fait les contacts qu'il avait avant la guerre à la FSGT. Et il va s'atteler à véritablement s'y engager avec un dynamisme qui est le sien, celui de l'ancien athlète qui était sur les stades. Et vous le voyez ici en haut, plutôt en orange, on voit bien qu'il est extrêmement présent dans cette structure-là, présent au point d'ailleurs aussi d'être présent dans la commission sport de l'association Peuple et Culture. Donc on voit bien ici que le caractère militantiste de Maurice Baquet prend une ascendance sur son poste institutionnel en tant que tel. Donc voilà les dimensions objectives de sa carrière. Maintenant, en 2 temps, moi d'abord rapidement, Thomas ensuite de manière un petit peu plus lente, je dirais, ou plus approfondie. On va aller regarder cette fin de carrière et on va essayer de voir comment cela se dessine. Cette fin de carrière est-elle en demi-teinte ? Cette fin de carrière, elle est compliquée. Alors, fin de carrière, j'entends pour Baquet, c'est la moitié de sa carrière quand même. C'est 45-60, donc c'est quand même pas anodin à ce moment-là. Ce que l'on va voir, c'est qu'à partir de 1945, pendant 1 an ou 2 ans, comme on peut le voir dans les archives, eh bien, il reprend en fait une vie active, dynamique, dans un contexte qui est plutôt positif pour lui. Et il prend son poste de directeur technique avec beaucoup d'entrain. Mais très vite, dès 1948, les premiers problèmes vont apparaître. Et donc là, on va avoir un Maurice Baquet en grande difficulté. La direction générale de la jeunesse et des sports va multiplier à partir de 48, on est mars 48, mai 48, va multiplier à son encontre les injonctions, les interdictions, les blâmes, les observations. Systématiquement, d'année après année, on voit sur son dossier de carrière tout un ensemble d'éléments qui viennent véritablement nourrir ces éléments-là. Face à ces remontrances répétées, comme vous le voyez sur la diapositive, Maurice Baquet ne comprend pas. Il comprend pas, il s'étonne, il ne comprend pas ce qui lui arrive en 1948. Dans les faits, si on peut essayer de dépasser les archives, ce que l'on voit, c'est que l'origine du problème est très clairement corrélée à la FSGT et à son implication militante à l'intérieur de cette fédération. On pourrait imaginer par rapport à ça qu'il y a un lien logique évident avec évidemment le début de la guerre froide, le rideau de fer, etc. etc. C'est d'ailleurs ce que mentionne systématiquement Maurice Baquet après coup, lui pensant avoir été victime en fait de son implication aussi importante. C'est sans doute vrai, sans doute, mais il faut quand même réussir un petit peu à dépasser ces éléments-là. En premier lieu,
pour essayer d'alimenter d'autres perspectives et d'autres éléments. En premier lieu, il faut savoir que le CG, peu importe, qu'il existe une circulaire qui date du 3 novembre 1945 et que cette circulaire interdit à tout fonctionnaire d'État d'aller s'impliquer véritablement dans une fédération, dans ses commissions exécutives, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de croisement entre le fait d'être payé par l'État et le fait d'aller utiliser cet argent pour faire autre chose dans les fédérations. Donc Maurice Baquet n'a pas le droit de le faire. Or, Maurice Baquet n'a jamais eu l'habitude de ne pas travailler avec les fédérations. Depuis 1920, il travaille avec la Fédération française d'athlé ou autre, ou de football. Donc pour lui, c'est pas cohérent quelque part. Et il a des difficultés à s'adapter. Il a des difficultés à s'adapter à ce nouveau mode de fonctionnement. Un mode de fonctionnement qui est celui de l'INS, qui va ensuite se durcir véritablement. Il a du mal avec la bureaucratie, il a du mal avec les obligations de réserve, il a du mal avec les obligations de service. Ceci étant, Maurice Baquet finit petit à petit par se soumettre aux règles institutionnelles. Et à partir de 1955, on voit bien globalement que les blâmes cessent relativement, on va dire, et finissent par quelque part disparaître parce que Maurice Baquet s'est en tant que tel adapté. Autre perspective par rapport à ces critiques qui émanent contre lui, c'est le fait que dès 1947, il va avoir en fait à gérer des problématiques avec la FFA. La FFA en 1947 prend une décision qui est très claire, c'est de ne plus autoriser les athlètes de la FSGT à venir participer à leur compétition. Donc il y a une guéguerre entre guillemets entre la FFA et la FSGT. Or Maurice Baquet, lui, est au milieu, au cœur de ces deux-là. Donc il serait peut-être le cœur du règlement de compte, sachant que les dirigeants de la FFA sont extrêmement puissants et très proche des milieux gouvernementaux. C'était le premier niveau, ici, de cette remise en cause un petit peu de Maurice Baquet. La deuxième perspective dans cette remise en cause de Maurice Baquet, elle est plutôt corrélée, cette fois-ci, à ses propositions d'acteurs, d'auteurs, de concepteurs. Qu'est-ce qui pourrait démontrer un déclin de Maurice Baquet ? Si on résume un petit peu Maurice Baquet est quelqu'un, comme on le voit en haut et à gauche là, est quelqu'un qui a beaucoup conceptualisé une certaine philosophie de l'éducation par les sports, qui a beaucoup écrit sur les finalités de l'éducation physique et qui a beaucoup envisagé en fait cette possibilité d'utiliser le support sportif. Ceci étant, les principes qu'il a développés n'ont pas donné naissance à une méthode. Cette méthode n'est pas encore véritablement pragmatique, elle n'est pas encore écrite et dessinée. Pour mettre en place cette méthode, c'est lui qui va piloter normalement de l'INS cette méthode. Mais dans les faits, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas lui qui va écrire ce que l'INS va publier. Celui qui va écrire ce que l'INS va publier, c'est plutôt Listello. Listello qui va proposer ces 400 exercices publiés dans les différentes revues dans les différents numéros de la revue INS entre 1947 et 1959. Donc Maurice Baquet perd finalement le contrôle de ce qui va être cette méthode sportive. Et Listello propose quelque chose d'éminemment, je dirais, pragmatique et qui ne convient pas à Maurice Baquet. D'ailleurs, il y a une scission entre les deux hommes à partir de 1955 en tant que tel. Donc Maurice Baquet perd à l'INS le contrôle, l'écriture de cette méthode sportive qu'il aurait tant aimé finalement écrire. Autre frein et autre position difficile pour Maurice Baquet, il aurait pu faire cette méthode sportive, l'écrire, la rédiger dans un autre cadre, à la FSGT notamment. Mais à la FSGT, qu'est-ce qui se passe au même moment ? À la FSGT, il y a des jeunes acteurs, concepteurs dont on entendra parler à 2 reprises tout à l'heure, notamment Robert Mérand, qui sont en train de conceptualiser et qui dépassent très vite le maître parce que, en tant que tel, Robert Mérand, mais je pense à Émile Frézeau aussi, sont en train de conceptualiser quelque chose où l'enfant est au cœur de la proposition, où ils ont compris en fait comment évoluait dans l'activité physique un enfant. Maurice Baquet, il l'a pas compris, lui. Maurice Baquet, lui, il avait sa philosophie et il avait en gros sa technique sportive, mais il n'avait pas réussi à faire le lien entre les deux. Et à travers ces deux éléments-là, on peut voir qu'il est globalement doublement en déclin, institutionnellement et pédagogiquement. Je passe la parole à Thomas. S'il me reste quelques minutes, je ne sais pas. Bon, c'est gentil. Donc je vais prendre la suite de Dorian, effectivement, parce que s'il y a un déclin institutionnel et un déclin pédagogique, la question était de savoir s'il y avait un déclin dans son travail au quotidien, dans son travail personnel, ce qu'on pourrait appeler évidemment son atelier, c'est-à-dire les archives, la conception, dans ses lectures, dans sa façon de travailler, de prendre des notes et donc d'engager une véritable réflexion tout au long de sa carrière. Alors, je me suis permis évidemment de travailler beaucoup sur les archives nationales du monde du travail où ont été versés le fonds FSGT de Maurice Baquet. Et on peut voir un aspect beaucoup plus intimiste. Alors nos propos avec Dorian ne se veulent absolument pas catégoriques sur ce qu'on va avancer, mais plutôt d'apporter quelques éléments de réflexion. Alors je voulais quand même, avant de revenir sur les archives, vous citer une appréciation du
directeur de l'INES en 1958, lorsqu'il doit noter comme chaque année Maurice Baquet, on peut lire l'appréciation suivante avec la note de 19,5 sur 20. Maurice Baquet est un autodidacte de grande expérience, très apprécié dans divers milieux. C'est donc effectivement pour confirmer ou pas ce point de vue, ce jugement de valeur, que les archives doivent nous donner des éléments de réponse. Alors, les archives, comme vous le voyez, elles sont constituées de cette manière-là, donc par dossier. Et le plus important, me semble-t-il, ce sont ces archives personnelles qui sont cotées de 796 à 834. Alors, je vous ai donné ici quelques exemples d'archives, notamment la dernière qui m'intéressait plus particulièrement, pour certains, vous l'aurez compris, la littérature sportive. Mais on voit bien tous les éléments qui sont précisés dans ces archives. Alors les résultats, parce que le temps défile, les résultats, c'est que c'est pour moi, je pense à la lecture un sportsman à la démarche vampirisante. Alors je vais m'expliquer là-dessus, avec 3 idées fortes qui ressortent des archives. Un homme curieux animé par la foi sportive, un fonctionnaire qui remplit ses missions comme directeur technique de l'INS, et puis un bourreau de travail. Alors tout d'abord, un homme curieux et animé par la foi, parce que à la lecture des archives, on découvre la pensée d'un homme qui se pose beaucoup de questions et qui cherche à comprendre le phénomène sportif dans toutes ses dimensions. Tout au long de sa carrière, et ça depuis le début des années 20, quand il est professeur au lycée de Varsovie en Pologne, c'est-à-dire 24-25, et notamment jusqu'à son entrée comme cadre à l'ENEP, il va travailler et initier tout un travail de réflexion, de documentation. Il cultive à partir de là une véritable activité intellectuelle régulière. Il se perfectionne au fil du temps et ouvre peu à peu sa vision, son champ de vision sur de nouvelles thématiques. On pourrait dire, grosso modo, que c'est un passionné, voire un sportsmaneux, c'est-à-dire atteint de sportsmanie aiguë. Il n'est pas simplement un homme de sport, mais c'est aussi un maniaque du sport. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un chercheur au sens académique ou scientifique du terme, mais plutôt un cherchant, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche à comprendre et à mettre des mots sur des principes entre connaissance et empirisme. La deuxième chose qu'on retrouve, c'est effectivement un fonctionnaire qui remplit plutôt bien ses missions. Alors on a vu l'épisode de 48 qui pose problème avec le directeur et son affiliation à la FSGT. Mais on voit quand même, malgré tout, sur toute la période où il travaille à l'INS, donc après 45, 46, qu'il fait partie d'une équipe et qu'il œuvre au quotidien entre ses désirs personnels autour de la conception du sport et de sa transmission auprès du plus grand nombre. Il fait ses devoirs de fonctionnaire dans l'organisation des stages au sein de l'INS. Il rédige des notes de synthèse, des rapports et évidemment, il remplit les missions donc, de déplacement qui lui sont confiées, voire les missions qu'il sollicite ou qu'il fait solliciter par la FSGT dans le cadre de ses activités ou la Fédération française d'athlétisme. Alors, je tenais juste à dire aussi qu'il bénéficie, puisqu'il fait des traductions, il analyse les conceptions des penseurs étrangers, qu'il bénéficie d'un service de traduction à l'INS. Et il y a 4 personnes qui travaillent depuis les années 40 et fin des années 40 et qui sont très utiles justement pour la transmission culturelle des informations. Dernière chose peut-être, un bourreau de travail. Un bourreau de travail parce qu'on découvre un homme qui lisait beaucoup. Alors, il ne lisait pas forcément Jean-Jacques Rousseau ni Descartes dans le texte, mais en tout cas, il lisait beaucoup d'articles, beaucoup de coupures de presse. Il compilait beaucoup, il découpait des photographies, des articles dans la presse, il cumulait donc toutes sortes d'informations, faisant feu de tout bois pour essayer de ne rien perdre. Alors, ces archives personnelles se composent en effet de conférences faites dans les universités parisiennes, des notes de synthèse d'ouvrages ou d'articles, des fascicules, des brochures, des notices faites même avant la Première Guerre mondiale, et puis évidemment la presse généraliste, l'intransigeant, l'humanité, et la presse spécialisée avec La Vie au Grand Air, Très Sport, L'Auto, Le Miroir des Sports, L'Équipe, Sport et Santé, France Football, et même j'ai retrouvé des archives de la presse étrangère et la fameuse Gazzetta dello Sport. Autre chose, il prenait donc des notes et parfois il récupérait des citations qu'il trouvait et qui faisaient sens pour lui et qu'il intégrait peu à peu dans ses textes. Par exemple, on peut lire dans les archives une note manuscrite à propos de Jean Prévost qui était un romancier, agrégé également normalien, mais romancier, et qui avait fait un très beau livre en 1925 qui s'appelait « Plaisir des sports ». Et dans la marge de ces notes manuscrites, on peut lire « à placer dans
la rubrique Utilité du spectacle sportif en page 29. Donc on voit bien là comment il va aller emprunter des citations pour donner un peu du corps, de l'épaisseur, de l'argumentation à ses propos empiriques. Oui, c'est bien, parfait. C'est parfait. Non, mais je me dépêche. Et alors, comme il faut que je me dépêche, j'aurais voulu faire donc le rapprochement avec le romancier que certains d'entre vous connaissent peut-être, Jean Echenoz, qui est un romancier plutôt tendance aujourd'hui. Et il y a quelques années, Jean Echenoz avait raconté lors d'une interview comment il fonctionnait pour écrire ses romans. Il disait « Je n'arrête pas de piller de toute façon. Tout est un montage à partir d'inventions, mais aussi de notes que je prends sur une phrase, un geste, une attitude, une situation. Je cannibalise, je vampirise, je mélange. » Eh bien, il me semble que ce témoignage peut très bien s'appliquer pour Maurice Baquet, qui avait lui aussi tendance à cannibaliser, à vampiriser, à mélanger. Bref, il se nourrissait des écrits ou des réflexions des autres pour les résumer, les transposer, les reformuler. Alors, à la lecture donc des archives, là encore, on retrouve cette démarche, ces trois aspects de cette démarche, dans les 5 casquettes ou les 5 rôles qu'il a pu endosser au cours de sa carrière à l'INS. Donc tout d'abord, le technicien, j'y viens, le technicien parce qu'il fait un travail minutieux de découpage du mouvement sportif, il décrit, il dessine, il traduit, donc ça c'est important. C'est aussi un concepteur. Alors un concepteur, on le disait, empirique, mais un concepteur malgré tout qui fonctionne par intuition et par essai et erreur. Je veux juste revenir par exemple sur sa célèbre formule que tout le monde connaît, qui est devenue canonique. Le sport a des vertus, mais des vertus qui s'enseignent, et puis la suite c'est lié à l'éducateur. Eh bien, on retrouve effectivement, si vous le voyez bien dans ces archives, l'origine finalement de cette formule. Et ça n'était pas les vertus du sport au départ, puisque c'est un athlète, ce sont les vertus de l'athlétisme. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il a une pensée athlétique du sport. Et puis, on voit bien même un peu plus loin dans les notes, il précise une autre phrase qui doit faire sens pour nous, ce sont les vertus de l'athlétisme s'enseignent. Donc là, il n'y avait plus de doute sur le fait qu'il avait une lecture athlétique à laquelle il va associer au fur et à mesure de ses lectures sur l'humanité, sur le social, sur la question éducative, la dimension sociale. Une petite chose encore, peut-être, c'est sur son essai de classification. On retrouve là aussi les traces et les premières esquisses, les premières épures de ce qui donneront sa fameuse classification dans l'éducation sportive en 1942. Et on voit bien qu'il n'y a rien de scientifique, mais c'est vraiment une démarche très intuitive. Dans les archives, on retrouve aussi quelqu'un qui produit, donc il a effectivement ses productions. Il y a aussi la dimension du camarade, ça c'est important, parce qu'il est très proche des hommes de gauche, des camarades donc de Peuple et Culture et de la FSGT, et on retrouve un certain nombre de choses. Et on retrouve aussi des emplois du temps sur les formations qu'il animait dans le cadre de la FFA ou de la FSGT. Pour terminer en 1 minute, parce que le temps m'est très compté, je voulais juste vous évoquer un exemple, c'est une étude de cas sur l'art et le sport. Alors j'ai pris comme démarche ce qu'on appelle en littérature la génétique textuelle, c'est-à-dire cette démarche qui consiste à partir du produit final pour remonter au fur et à mesure dans les notes et les travaux, les brouillons d'un auteur pour savoir comment on en arrivait à ce résultat-là. Donc le processus. Alors si on regarde, on trouve en 1963 dans les documentations de la FSGT un article qui s'appelle « L'art et le sport ». Eh bien en remontant un peu plus avant, on voyait qu'en avril 62, il avait publié un petit texte, il avait fait un texte dactylographié justement qui s'appelait « L'art et le sport ». Alors, si on veut en savoir un peu plus, en remontant dans les archives, on comprend qu'en fait, il avait été sollicité par la mairie de La Seyne-sur-Mer, à côté de Toulon, pour faire une conférence sur l'art et le sport dans le cadre d'une manifestation culturelle qui s'appelait le Mois des Arts. Et donc, à partir de là, savoir comment il arrive à produire un article, une conférence sur l'art et le sport, c'était de savoir quelles étaient les pièces sur lesquelles ils se sont appuyés, puisque c'est un vampire, et donc il fallait voir quelles étaient ses proies. Eh bien, ses proies, c'était tout un ensemble de documents, comme par exemple les arts et les sports du lieutenant-colonel C, qui date de 1921, mais aussi une conférence qui avait été donnée par M. Belluc en 14 décembre 1948 aux étudiants de l'ENSEP, et puis
comme en 61, il s'approche de l'événement, eh bien, il n'hésite pas aussi à trouver un article dans le journal Le Monde, dans la rubrique La vie littéraire, sur l'art et l'âme. Donc on voit bien comment il va chercher toutes les informations pour essayer de faire des synthèses et de produire ses conférences. Alors, c'est la conclusion. C'est donc pas un déclin personnel. Entre 1920 et 1964, qui sont les dernières traces de ces archives, il n'a jamais... On ne sent pas de déclin à titre personnel. On sent quelqu'un qui, jusqu'au bout, est animé par une foi, par une motivation, par une curiosité. Et il va, évidemment, ne jamais la perdre, cette flamme. Contrairement à son déclin peut-être institutionnel et pédagogique. Nous voulions donc là terminer en rentrant par son intimité, son intimité donc de travail. Nous n'avons rien à cacher, évidemment, et donc voici un dernier cliché sur Maurice Baquet, qui est tout à fait intéressante. Alors, Dorian a caché, évidemment, ses parties intimes, mais voilà, c'est ce qu'on trouve aussi dans ces archives. On vous remercie beaucoup pour votre attention.